Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue chers élèves, j'espère que vous portez bien. Toujours dans le cadre de la préparation à l'examen national, je vous propose la correction de l'examen national, de l'examen de la science physique, section sciences expérimentales, option sciences physiques. Rappelez-vous, on a déjà commencé la correction la séance précédente. Maintenant, on continue. On a corrigé l'exercice portant sur la restitution des connaissances et premier exercice de la deuxième partie portant sur le raisonnement scientifique et communication écrite et graphique. Rappelez-vous l'exercice qu'on a déjà corrigé portant sur la consommation, l'unité de la consommation de la matière organique et le flux d'énergie. Aujourd'hui, dans cette séance, nous allons entamer les deux exercices qui restent. Deuxième exercice portant sur l'unité de l'utilisation de la matière organique et inorganique et portant noté sur 5 points. Et troisième exercice portant sur l'unité de la géologie, les phénomènes géologiques accompagnant la formation des chaînes de montagnes. On va entamer le premier exercice et rappelez-vous toujours, chers élèves, on insiste sur la lecture attentive de l'énoncé de l'exercice. Il faut bien lire pour savoir ce qui est demandé. Lisons ensemble. La question des ordures ménagères et quotidiennes y touche chaque individu, tant sur le plan professionnel que familial, car il ne cesse de croître en quantité, en qualité et en nocivité. Dans le but de connaître l'impact des ordures ménagères sur l'environnement au Maroc et les techniques de traitement et de gestion de ces déchets, on propose les données suivantes. Notez bien, chers élèves, l'objectivité, c'est de connaître l'impact des ordures ménagères sur l'environnement au Maroc. Rappelez-vous, ici, on va consulter notre cours, les connaissances, on a déjà vu quels sont les impacts négatifs des ordures, mais on va essayer de projeter ce qu'on a déjà connu pour répondre à la question posée, aux questions posées dans cet exercice. Notez bien, le but c'est de connaître l'impact des ordures ménagères sur l'environnement et aussi connaître les techniques de traitement et de gestion de ces déchets en fonction de l'impact de ces ordures. Donc, il propose des documents. Le premier document présente l'évolution du pourcentage de quelques composantes des ordures ménagères au Maroc et la durée de vie de ces ordures dans la nature. Le document 2 qui suit montre les taux de la matière organique et de l'humidité des ordures ménagères au Maroc, en France et en Amérique. Voilà le tableau qui résume les composants des ordures ménagères et ces différents taux en différentes années, 1960, 1999, 2004, 2013 et avec la dernière colonne consacrée à la durée de décomposition dans la nature. On continue. Voilà le document 2 qui présente une comparaison de point de vue taux de la matière organique et l'humidité dans les 3 pays, le Maroc, la France et l'Amérique. Ce qui est demandé, premièrement, à partir du document 1, décrivez l'évolution de chaque composant des ordures ménagères au Maroc et montrez pourquoi elles présentent un risque pour l'environnement. La deuxième question, en vous basant sur le document 2, comparez les taux de la matière organique et de l'humidité des ordures ménagères des 3 pays et déduisez de caractéristiques des ordures ménagères au Maroc. Troisième question, d'après votre réponse à la question 2 et vos connaissances, proposez 2 techniques adéquates pour valoriser les ordures ménagères au Maroc. On commence, chers élèves, la correction. Notons, il faut bien lire l'énoncé, c'est très important. Il faut lire la question et il faut bien comprendre la consigne, ce qui est demandé. À partir du document 1, c'est important,
Donc nous devons bien exploiter le document 1 pour répondre à la question posée. C'est quoi la question? C'est décrivez l'évolution de chaque composante des ordures ménagères au Maroc et montrez pourquoi elle présente un risque pour l'environnement. Toujours à partir de quoi? À partir de document 1. Ne cherchez pas la réponse ailleurs, s'il vous plaît. Vous devez la chercher dans le document 1. Voilà pour répondre. Notez bien la question ici. C'est une demande de décrire, c'est-à-dire une description, et montrer une démonstration pour montrer le risque de ces ordures sur l'environnement. Voilà ici la description de l'évolution de chaque composante. Revenons sur le document 1. Qu'est-ce qu'il présente? Bien évidemment, les 4 composantes des ordures ménagères, leur taux dans les différentes années et il se termine par la durée de décomposition dans la nature. La question, c'est une description de chaque composante. Elle est claire. On a combien de composantes? Ici, il y en a 4. Donc, nous devons mettre 4 tirets, chaque tiret consacré à une composante. Commençons par les matières organiques. Qu'observez-vous? La question, c'est une description. C'est quoi la description? C'est je dois exprimer ce qui est représenté dans le document, soit un tableau, soit un graphe, soit un schéma par exemple, de telle façon que si quelqu'un qui ne voit pas ce document doit avoir une idée sur ce qui est présenté dans le document. Ici, la matière organique, le taux en pourcentage, en 1960, on voit qu'il est de 75%. Passons à 1999, on a dit 70%, 2004, 65%, 2013, 70%. Ça veut dire qu'il y a une diminution de combien? 75 jusqu'à 70%, c'est à peu près de 5%. On peut dire qu'une légère, une faible diminution. Et on note, on commence, concernant la matière organique, on observe une faible diminution de son pourcentage en allant de 75% en 1960 à 70% en 2013. Ça concernant la première composante. Passons maintenant à la deuxième composante, les plastiques. On a combien ici en 1960? C'est 0,3%. Passons en 1999, il est de 3%. En 2004, 9%. En 2013, 10%. Marquons ici, il y a une augmentation qui est très élevée. 0,3 jusqu'à 10%. Et on dit que, concernant le plastique, augmentation importante de son pourcentage en allant de 0,3% en 1960 à 10% en 2013. Maintenant, passons à la troisième composante concernant les métaux. Qu'observez-vous, chers élèves? Ici, en 1960, il y a 0,4%. En 1999, 3%. En 2004, 4%, en 2013, 2%. C'est-à-dire il y a une augmentation aussi. Et on note il y a une augmentation concernant les métaux, augmentation de son pourcentage de 0,4% en 1960 à 2% en 2013. Passons maintenant à la dernière composante, portant sur le papier carton, aussi un autre type de matière organique. En 1960, on observe qu'on a 20%. En 1999, toujours 20%. En 2004, c'est 10%. En 2013, 7%. Ça veut dire quoi? Il y a une diminution. Donc, note, pour le papier carton, diminution importante de son pourcentage de 20%. Je fais toujours la référence. Pour simplifier et pour faciliter la description, je repère la première valeur, le taux pour la première année 1960, 20%, et je repère aussi la dernière valeur enregistrée pour la dernière année notée dans le tableau. Ça veut dire 7% en 2013. Évidemment, maintenant, notez bien
la question elle est composée. Il faut toujours faire attention. Ce n'est pas une simple question. Il y a deux questions. Une description et une démonstration à partir de l'exploitation, toujours des données de document 1. Ce qui est demandé ici. Pourquoi? Elle présente un risque pour l'environnement. Revenons sur le tableau. Qu'est-ce que vous observez? Et rappelez-vous, lorsqu'on a déjà lu l'énoncé, ils ont cité qu'ils constituent un problème vu leur qualité, quantité et nocivité, c'est-à-dire leur impact négatif. Voyez-vous ici, on note qu'il y a une diversité des composantes. Il y a une variation, donc une variabilité concernant les composantes. Aussi, on note la quantité qui augmente avec les années. Voilà, premier temps de diversité. Aussi, augmentation de la quantité. Et aussi, il faut exploiter toutes les informations données par le document concernant la dernière colonne, la durée de décomposition dans la nature. Pour les matières organiques, 3 à 6 mois. Le papier carton, 3 à 12 mois. Mais ce qui est choquant, c'est concernant les plastiques et les métaux. Voyez-vous qu'elles demandent combien? 450 ans. C'est très élevé. Donc, imaginons des matières qui restent dans l'environnement et dont la décomposition demande à peu près 450 ans. Ça, effectivement, constitue un danger pour notre environnement. Et on va noter ça en résumant, en essayant de formuler des phrases simples pour exprimer cette démonstration. On dit qu'il y a, de point de vue qualité, une diversité, de point de vue quantité, elle augmente en pourcentage, et aussi au point de vue nocivité, leur durée de décomposition qui est très élevée, surtout concernant les matières plastiques et les métaux. Et on exprime ça. Les ordures ménagères constituent une menace pour l'environnement au Maroc. Pourquoi? Vu la variété de sa composition, son enrichissement par le plastique et les métaux qui demandent une longue durée pour leur décomposition dans la nature. Et on arrive à bien répondre à cette question. Passons maintenant à la deuxième question. Lisons bien la question. On veut basant sur le document 2. Notez bien, on va se focaliser sur le document 2 pour répondre à la question. Qu'est-ce qu'il dit la question? Comparer les taux de la matière organique et de l'humidité des ordures ménagères des 3 pays et déduisez 2 caractéristiques des ordures ménagères au Maroc. Donc, il est composé, comparé et aussi déduisez une déduction. Donc, une comparaison et une déduction concernant les caractéristiques des ordures ménagères. Donc, revenons sur le document 2. Que voyez-vous, chers élèves? Donc, pour répondre à la question, la consigne ici, c'est une comparaison. Je compare. Que voyez-vous entre le Maroc, la France et l'Amérique? Eh bien, évidemment, dans ce cas d'un graphe, je dois bien l'exploiter. Il faut se référer à la légende. C'est important pour faciliter la lecture. Notez bien l'axe des ordonnées. Qu'est-ce qu'il représente? C'est le taux en pourcentage de quoi? De la matière organique, de l'humidité. En fonction de quoi? En fonction de 3 pays. Dans les 3 pays, regardons. Et là, c'est l'importance de la représentation graphique car il le facilite la lecture. Voyez-vous, on voit ici les rectangles. Ces rectangles, ce qui est blanc ici, donc on voit que la matière organique au Maroc, elle est plus élevée par rapport aux autres pays, la France et l'Amérique. La même chose aussi pour l'humidité. Regardons, l'humidité ici de 60%. Donc, il est plus élevé par rapport à la France et l'Amérique, qui ne dépasse pas pour la France 50%, alors que pour l'Amérique, à peu près, c'est 45 à 50%. Donc, on note ici, pour répondre à la question, la matière organique, le taux de matière organique dans les ordures ménagères au Maroc, à peu près 80%, elle est plus élevée par rapport à la France, 30%, et par rapport à l'Amérique, 18%. Donc là, comment pour répondre à une question de comparaison, je dis plus élevé, plus faible que.
Et je peux donner des chiffres, c'est important pour faciliter aussi et pour bien répondre à la question. Je fais la projection sur l'axe des ordonnées et je donne des valeurs pour confirmer vraiment qu'elle est plus élevée que la valeur enregistrée dans l'autre pays. On a noté ici 80% pour la Maroc, on a fait seulement la projection sur l'axe des ordonnées. La même chose pour la France, on fait la projection, on trouve à peu près 30%, pardon, c'est 30% pour la France, et pour l'Amérique ici, c'est à peu près 18% pour la matière organique. Donc notons bien, pour la matière organique, c'est 18%. Pour la matière organique dans la France, ne dépasse pas 30%, alors que au Maroc, c'est 80%. Maintenant, pour l'humidité, la même chose, augmentation de 100 ans dans les ordures ménagères au Maroc, elle est à peu près de 60%. Par rapport à la France, donc elle est plus élevée par rapport à la France, qui est de 35 à peu près 35%, et l'Amérique, qui est de 33%. Là, on a répondez à la question de comparaison. Maintenant, quelles caractéristiques peut-on déduire concernant les ordures ménagères? Donc, au Maroc, les ordures ménagères se caractérisent par quoi? Par la richesse en matière organique et par leur taux élevé en humidité. Ce sont les deux paramètres que représente le document 2. Et voyez-vous, la solution se trouve dans le document. On n'a pas besoin de chercher la réponse ailleurs. Notez, c'est très important. Lorsqu'il cite ici qu'on veut basant, nous devons bien respecter la consigne. S'il vous plaît, chers élèves, toujours il faut bien lire la consigne. Il faut respecter ce qui est demandé pour bien répondre et pour répondre correctement à la question. Vous savez que le problème dans les sciences naturelles qu'on trouve, pas mal des élèves qui souffrent de problèmes de notes. Elles répondent à la question ou des questions et il attend des notes alors qu'il se trouve à la fin que la note elle est faible, moins de 10 par exemple, et il se demande pourquoi de provient. Donc l'erreur, le problème, c'est à ce niveau-là, c'est qu'on peut répondre de manière anarchique, donc il faut bien respecter la consigne si on veut vraiment, obtenir la note complète. Maintenant, on passe à la troisième question. Lisons ensemble la question. D'après votre réponse à la question 2 et vos connaissances, proposez 2 techniques adéquates pour valoriser les ordures ménagères au Maroc. Et il nous demande de proposer. Est-ce qu'on est capable de proposer? Bien évidemment. Revenons sur toujours l'énoncé. On a dit que pour connaître l'impact des ordures ménagères et aussi pour connaître les techniques de traitement. Et on a vu dans les 2 documents précédents que les ordures ménagères au Maroc sont riches en quoi? En matière organique. Et donc si on veut valoriser, comment valoriser, mettre en valeur ces ordures ménagères et profiter de ces ordures, vu qu'elles contiennent des matières organiques, rappelez-vous les techniques que vous avez vues dans le cours concernant les valorisations, l'exploitation des ordures ménagères. Ici, nous référons à notre cours et plus précisément à la première partie portant sur les ordures ménagères d'origine domestique. Et on a vu les différentes techniques. Parmi ces techniques, on note il y a l'incinération, il y a la production du gaz naturel, et il y a le compostage, la production d'engrais naturels. Et les 2 dernières techniques en relation avec la matière organique. Donc, vu qu'ils sont riches en matière organique, donc on peut proposer comme technique le compostage, parce qu'il se base sur la matière organique, la biométhanisation, c'est-à-dire la production du gaz naturel méthane à partir des ordures ménagères. Maintenant, on a répondu. On continue toujours dans cet exercice. Les lixiviats issus des ordures ménagères au Maroc. C'est le filtre de quoi? Lixivia, liquide issu des ordures. Issus des ordures ménagères au Maroc constitue l'une des contraintes majeures à la gestion des décharges publiques. Parmi elles, la décharge contrôlée de Grand Agadir,
Des études ont été faites dans le but de développer une technique de traitement des lixivias par aération intensive. L'aération, donc du milieu en contact à l'air, technique relativement simple et peu coûteuse, illustrée par le schéma de document 3. Il nous propose de documents dans le cadre de chercher des techniques permettant le traitement de l'exivia. Donc, ce qui est demandé, quatrièmement, à partir de votre réponse à la question 3 et du document 6, déterminer le rôle de l'activité physique dans le traitement médical. Pardon, ici, donc la question c'est, on va le lire ici. Donc, document 4 montre les résultats de l'effet de l'aération intensive de l'exivia issu de déchets ménagers de Grand Agadir sur la DBO5 et la DCO. Donc, on veut, basant sur le document 4, comparer l'évolution de la DBO5 et DCO dans les lixivias aérés et les lixivias témoins. Et puis, cinquièmement, on veut, appuyant sur les documents 3, 4 et sur vos connaissances, expliquer la variation de la DBO5 et de la DCO dans les lixivias aérés. Donc, ce qui est demandé ici, dans un premier temps, avant d'entamer le document dont on a parlé, concernant l'aération et la recherche de techniques efficaces de traitement des lixivias, il nous propose un document de comparaison de point de vue, donc l'évolution de DBO5 avec le temps dans les deux types de lixivias aérés et lixivias témoins, et aussi DCO dans les deux types de lixivias. On essaie de répondre à la question 4. On veut, basant sur le document 4, comparer l'évolution de la DBO5 et DCO dans les lixivias aérés et les lixivias témoins. Donc, c'est à partir de quoi? C'est de document 4. Revenons sur le document 4. Qu'est-ce qu'il représente? La DBO5. Donc, dans ce cas, il faut bien se référer à la légende. On a ici deux courbes. Une courbe représentée par un trait noir continu et courbe représentée par un trait noir en tiré représentant les lixivias témoins. La même chose, la courbe de la figure B, comparaison de point de vue l'évolution de DCO. Rappelez-vous, DCO c'est la demande chimique en oxygène et DBO5, demande biologique en oxygène durant 5 jours. Donc, qu'est-ce que vous observez ici? Que DBO5 diminue avec le temps par rapport, donc cette diminution elle est très élevée par rapport les lixivias témoins. Donc la demande biologique en oxygène diminue rapidement par rapport à sa diminution dans le cas de lixivias témoins. La même chose DCO, elle augmente rapidement, puis progressivement par rapport aux lixivias témoins qui restent stables. On exprime ça. On dit pour DBO5, on observe une diminution rapide de sa concentration dans les lixivias aérés par rapport aux lixivias témoins. C'est une diminution rapide, pas comme les autres. Pas comme dans le cas de lixivias témoins. La même chose dans la figure B. Qu'est-ce qu'on note? Il y a une diminution rapide de sa concentration dans les lixivias aérés par rapport aux lixivias témoins où DCO diminue légèrement après le 10e jour de cette expérience. Maintenant, passons à la 5e question. Toujours, on lit la question. On veut, appuyant sur les documents 3 et 4 et sur vos connaissances, expliquer la variation de la DBO5 et de la DCO dans les lixivias aérés. Donc, qu'est-ce que vous observez? Donc, ici, on note une diminution du DBO5 et de DCO. Donc, pour expliquer cette diminution, donc, revenons sur le document 3. Donc, c'est expliquer cette variation qui est une diminution très élevée par rapport aux lixivias non aérés. Ça veut dire les lixivias témoins. Pourquoi? C'est pour expliquer l'importance de l'aération des lixivias dans le traitement de ces ordures. Voilà le document 3. Qu'observez-vous ici? Donc, l'aération, qu'est-ce qu'elle permet?
Donc on remarque la force du courant d'air généré par les aérateurs de dispositifs d'aération contribue à la dégradation des matières oxydables. Donc l'aération facilite l'oxydation de la matière, des matières oxydables. Et notons que le DCO, c'est demande chimique en oxygène, c'est-à-dire la quantité nécessaire pour l'oxydation des matières organiques contenues dans les ordures. Donc on dit que la diminution de DCO, de l'exivia aéré, est expliquée par l'effet de la force du courant d'air qui entraîne la dégradation de la matière oxydable. Voyez-vous, la réponse, elle est là. C'est juste, il faut croire. Et il faut exploiter le document. Notez bien, la réponse, elle est toujours là. Donc, c'est juste, il faut établir la relation pour trouver la solution et formuler une phrase pour exprimer votre réponse. Concernant la DBO5, notons que DBO5, c'est demande biologique en oxygène. La quantité nécessaire pour oxyder la matière organique par les bactéries, par les êtres vivants, les micro-organismes qui vivent ou dépendent de ces ordures. Donc notons que la diminution de la DBO5 de l'exivia est due à leur oxygénation-aération. Vu qu'il y a un soufre de l'air, cet air va faciliter l'oxydation, d'où l'augmentation de l'activité des micro-organismes aérobies qui oxydent la matière organique davantage, ce qui explique la diminution de taux de DBO5 dans les lexivia qu'on a dit aérés par rapport aux lexivia témoins. Maintenant, chers élèves, on passe à notre troisième exercice, toujours dans l'examen national 2018, la session de rattrapage, la partie 2 portant sur le raisonnement scientifique et communication écrite et graphique. Elle est notée sur 5 points. Toujours mettez-vous à l'aise, prenez votre temps, bien respirer, bien lire les lancers de l'exercice, c'est important pour repérer ce qui est demandé. Lisons ensemble. La chaîne de montagne, domaine, est une chaîne récente qui présente le plus grand affleurement de phyolite du monde, 500 km de long. Je lis et m'évoque des notions qu'on a déjà vues dans le cours. Notez bien l'ophiolite, vous l'avez déjà vu. L'ophiolite est une partie de la crotte océanique qu'on trouve dans les chaînes d'obduction. Je continue la lecture. Pour en savoir plus sur certaines structures tectoniques et rocheuses de cette chaîne et déterminer les conditions et les étapes de sa formation, on présente les données suivantes. Notez bien ce qui est demandé, l'objectif pour cet exercice et sur lequel portent les questions que vous allez affronter, que vous allez trouver, c'est déterminer les conditions et les étapes de sa formation. On présente les données suivantes. Sans doute, chers élèves, il faut s'entraîner avec ce genre de questions. Avec l'entraînement, vous allez trouver que vous allez même prétendre les questions qui viennent après. Normalement, ici, il nous demande les étapes de formation, mais aussi on attend des questions portant sur la nature de cette chaîne de montagne. Et rappelez-vous, on a vu les 3 types de chaînes de montagne, les chaînes de subduction, les chaînes de collision, les chaînes d'obduction. Donc, ici, pour répondre et pour résoudre ce problème, les figures du document 1 montrent la position de la plaque d'Arabie et la plaque euro-asiatique au temps actuel et avant 20 millions d'années. Au temps actuel et avant 20 millions d'années pour retracer l'histoire géologique et expliquer la formation de cette chaîne de montagne. Alors que le document 2 présentait une coupe géologique au niveau de la chaîne domaine. Notez bien cette chaîne, notez bien la direction, c'est important. C'est une coupe au niveau de la chaîne sud-sud-ouest, nord-nord-est. Notez bien la légende, c'est important dans la lecture de cette coupe ou la lecture de la carte. C'est important parce qu'elle porte des indices qui nous facilitent l'exploitation du document. La première question, en vous basant sur le document 1 et 2, relever les indices montrant la confrontation de 2 plaques et les indices d'une obduction. Ce qui est demandé ici.
On veut, basant sur les documents 1 et 2, relever, repérer, situer. Déjà, donc situer donc, les indices qui montrent la confrontation de deux plaques et les indices qui montrent qu'il y a une abduction. Notons bien, donc en exploitant, en revenant sur le document 1, que représente ce document. Donc voyez-vous au temps actuel et avant 20 millions d'années. Il faut, pour bien lire le document, il faut bien se concentrer, il faut exploiter la légende, les couleurs, la forme. Qu'est-ce qu'il représente ici? Ici, on a le domaine océanique. Regardons le domaine océanique. Les frontières de ce domaine où se trouve 20 millions d'années. Et notons bien, dans le cas, lorsqu'il est au temps actuel. Donc, regardons au temps actuel. Ici, on trouve qu'il se trouve sépare les deux plaques d'Arabie et Euro-Asiatique. Autre relief issu du rapprochement, les sédiments océaniques, regardons, et on a ici des chevauchements, failles, sens de déplacement de la plaque. Donc, nous cherchons dans un premier temps quels sont les indices montrant la confrontation de deux plaques. Confrontation, c'est-à-dire qu'il y a rapprochement dans un premier temps. Qu'est-ce qu'il montre rapprochement? Regardons les domaines océaniques ici, elle est large, regardons ici, il se rétrécit, il reste seulement une partie ici, c'est-à-dire donc il y a une réduction des domaines océaniques. On note réduction des domaines océaniques. Aussi, qu'est-ce qu'on peut tirer concernant qu'il y a une confrontation? C'est rapprochement des deux plaques. Ici, on a des flèches qui disent qu'il y a rapprochement, et aussi on a les chevauchements. Pour qu'il y ait chevauchement, c'est-à-dire il y a des forces de compression donc au niveau de cette chaîne, donc entre les deux plaques, chevauchement, et il y a ici des failles. Regardons, il y a aussi des plissements. Regardons ici, il y a des plis au niveau de cette chaîne. Donc aussi, les indices d'obstruction. Les indices d'obduction, normalement, c'est la présence de l'ophiolite et les sédiments océaniques. Normalement, quand on dit obduction, c'est la montée du plancher océanique sur la plaque continentale, le plancher continental. Donc, notez bien présence de sédiments océaniques dans le domaine continental et aussi présence d'ophiolite qui constitue une partie ici au niveau de cette chaîne de montagne. Et on a déjà vu que les ophiolites sont des lambeaux, sont des parties de domaine océanique. Et voilà, déplacement des ophiolites sur le domaine continental constituant des nappes ophiolitiques. Maintenant, on continue toujours dans l'exercice l'étude de 3 échantillons de roches R1, R2 et R3 appartenant à Sayhatat permet d'obtenir les résultats de document 3 que vous voyez. Le diagramme pression-température de document 4 montre les domaines de stabilité de quelques associations minéralogiques et les différents faciès métamorphiques. Sans s'inquiéter, ce sont des termes qu'on a déjà vus dans le cours. Il suffit de les évoquer, de bien les rappeler pour bien les placer, les exploiter dans la solution, dans la correction de l'exercice. Pour trouver la solution, donc des associations minéralogiques, rappelez-vous, on a déjà vu que les associations minéralogiques caractérisées par des conditions bien particulières de pression et de température constituent ce qu'on appelle des faciès, schiste bleu, schiste vert, amphibolite, éclogite. Les questions, on veut, basant sur les documents 3 et 4, à déterminer les faciès métamorphiques auxquelles appartiennent chacune des roches R1, R2 et R3, premièrement. B, déterminer les transformations minéralogiques lorsqu'on passe de la roche R1 à la roche R2 et de la roche R2 à la roche R3. Déduisez, en troisième question, c'est le type de métamorphisme dans cette région et le phénomène géologique qui est responsable. Justifiez votre réponse. On commence de A. On veut, basant sur le document 3 et 4, déterminer les faciès métamorphiques auxquelles appartiennent chacune des roches R1, R2 et R3.
Notez bien, il me demande la détermination. Juste, je dois trouver le nom de faciès pour chaque type de roche, R1, R2, R3. Donc, on va exploiter les données du tableau qui nous donnent une idée sur les conditions de pression et de température pour les 3 types de roches, pour les représenter dans le tableau. Comment faire? Donc, je vais faire la projection ici. Pour une pression de 0,3, je vais tracer un trait, regardons, passant de la pression de 0,3. Ici, notons que l'axe vertical représente la profondeur, mais aussi représente la pression en gigapascal. Et notez bien l'échelle, elle est mentionnée de l'autre côté, alors que l'échelle pour la profondeur, elle est mentionnée de ce côté-là. Et voilà, l'axe horizontal représente la température en degrés Celsius. Donc, je commence par tracer un trait pour R1, pour la pression, et je vais tracer un trait pour la température. Regardons, température, c'est à peu près de 320. L'intersection entre ces deux lignes va donner un point, c'est la roche R1. Et voilà, je repère où se trouve la roche R1, puis j'ai trouvé à quel domaine appartient la roche R1, à quel faciès, et voilà, c'est le faciès de quoi? 1, c'est 2, donc 2 normalement, c'est faciès schiste vert. Puis je passe pour la roche R2, je fais la même chose, je trace trait pour la pression et je trace trait pour la température, et voilà, l'intersection me donne la position de la roche R2, et bien évidemment la roche R2 appartient à ce domaine 1. C'est quoi 1? C'est schiste bleu. Notez ça bien, j'ai trouvé faciès pour la roche R2, il me reste seulement pour la roche R3. De la même manière, je trace un trait passant de la pression de la valeur 1,6, je trace un trait passant de la valeur 533 pour la température, l'intersection me donne un point, c'est la roche R3, et voilà, je repère le 3e domaine, c'est le faciès d'éclogite. Et j'exprime mes résultats. Voilà, je trouve, concernant la réponse, la roche R1 appartient au faciès de schiste vert, roche R2 faciès de schiste bleu et roche R3 faciès d'éclogite. Maintenant, passons à la deuxième question. B. Déterminer les transformations minéralogiques et lorsqu'on passe de la roche R1 à la roche R2 et de la roche R2 à la roche R3. Donc de R1 à R2 et de R2 et R3. Quelles sont les transformations? Donc R1 se trouve dans quel domaine? C'est le domaine 2, c'est de schiste vert, il est caractérisé par présence de 2 minéraux. Lesquels? Actinote, chlorite. Je note, il y a actinote et chlorite. Lorsque je passe à la roche R2, on trouve le minéral qui est le glaucophane. Mais d'où provient l'actinote? Donc, quel est le devenir d'actinote? Le chlorite disparaît et apparaît le glaucophane. Et voilà les transformations minéralogiques. On dit que passant de R1 à R2, disparition d'actinote et chlorite et apparition de glaucophane. Maintenant, passons à la roche R3. Qu'est-ce qu'on trouve dans la roche R3? Jadite et grenat, et donc disparition de glaucophane et apparition des minéraux jadite et grenat. Et j'exprime ma réponse comme ça. Lors du passage de la roche R1 vers la roche R2, disparition du chlorite et de l'actinote et apparition du glaucophane. Aussi, lors du passage de R2 à la roche R3, disparition de glaucophane et apparition de jadite du grenat. Notez bien pour l'exercice de géologie, n'inquiétez pas. Toutes les informations se trouvent dans les documents et il suffit de les utiliser, de les exploiter. Maintenant, passons, déduisez la troisième, c'est déduisez le type de métamorphisme dans cette région et le phénomène géologique qui est responsable et justifie votre réponse. Voilà, donc ici on observe que R1 à R3, on note qu'il y a une augmentation, regardons, l'augmentation très élevée de pression, alors que la variation de la température, elle est faible. Regardons, c'est seulement de 320 à 530, alors que pour la pression de 0,3 à 1,6 fois 5. Donc la pression, une augmentation élevée et une faible augmentation de la température. C'est pour cela qu'on dit que métamorphisme dynamique.
Et on dit que le phénomène géologique qui est responsable est la subduction. Et passons à la dernière question. On veut, basant sur le document 5 et les données précédentes, déterminer les étapes de formation de la chaîne de Maine en précisant les phénomènes géologiques qui ont lieu dans la région. C'est un document qui représente les étapes de formation de la chaîne de Maine. Voilà pour répondre. On veut, basant sur le document 5, donc on a déterminé et en précisant les phénomènes géologiques. Notons ici qu'il y a 3 schémas. Donc, le premier schéma, il nous donne moins 100 à moins 95 millions d'années. Donc, je note, il y a une fracture au niveau, une rupture dans la plancher océanique. On note rupture de la lithosphère océanique de la mer de Titis suite aux contraintes de compression. Regardons les 2 flèches qui signifiaient des forces compressives. De moins 95 à moins 90 millions d'années, il y a subduction et déplacement de la lithosphère océanique de la plaque euro-asiatique sur la lithosphère océanique de la plaque arabique. Et puis, lorsqu'elle arrive aux frontières de la plaque d'Arabie, la croûte océanique de la mer de Titis surmonte la croûte continentale de la plaque arabique, et ce qui donne une obduction parce que la plaque océanique monte sur la plaque continentale. Et voilà, ce sont les conditions, ce qui donne les oviolithes. Voilà les 3 étapes de la formation de cette chaîne de montagnes. Chers élèves, on arrive à la fin de cette séance. Je vous souhaite bonne chance et merci pour votre attention.